tout le monde se connaissait. Il y avait une relation familiale très étroite. Et surtout, j'aimais beaucoup les gens, parce que j'étais fils unique. Je n'avais pas de frères, et pourtant j'avais besoin des autres. Et quand je venais à l'école, toute petite, ma mère me dit que je ressemblais à le flautiste Améline. Parce que moi, avec 20 ans de petits gosses, que je les amener à la maison pour les apprendre à faire des jouets. Parce que tout petit, ça m'intéressait beaucoup, beaucoup de choses. C'est très curieux. Et comme ça, j'ai gagné beaucoup d'amis. Je faisais des cerfs-volants, des cordelles, des pioches, comme ça. Et au fond, j'ai continué toute ma vie comme ça. J'aime les gens. Le travail que j'ai fait toute ma vie, c'est pour les autres. Et comme ça, la participation dans la rue, dans l'architecture, c'est au fond, maintenant de vieux, je dis, c'est la même intention de mon j'étais gosse. Mais c'est intéressant parce que quand tu parles de ton grand-père, tu dis c'était un scientifique et un bricoleur. Quand tu parles de ta mère, tu dis c'était une poétesse et une alchimiste. Et dès que tu parles de la famille, tu montres ces deux aspects qui vont se développer précisément dans ton œuvre. Et l'humour aussi. Ma mère était humoriste. Mon père aussi, mais était un humoriste plus acide. Les choses qu'elle disait, c'était lapidaire. Et ma mère, tout le transformait en une blague. Même les choses les plus graves. Et ça aidait beaucoup mon père, qui était, comme je dis, plus grave. Et ma mère, rigolait tout le temps. Et ça, heureusement, je le lisais et j'essayais de transmettre à toute ma famille. Parce que je me méfie beaucoup des gens qui ne vivent pas. Et ben voilà, la salle a compris, elle accompagne immédiatement. Alors, si on passe maintenant de l'aspect strictement familial, qui va continuer, puisque, au fond, jusqu'aujourd'hui, tu me racontais tout à l'heure que pour une conférence à Liverpool, tu avais comme traductrice ta petite fille, si j'ai bien compris. Ma petite fille parle très bien anglais, voilà. Le français, l'espagnol et le japonais. Et voilà. Et l'atelier lui-même aussi, il travaille avec la famille. Donc cet aspect familial qui part dans le Venezuela rural qu'évoquait tout à l'heure Carlos, ça reste comme une continuité même à travers la grande transhumance. Alors il y a un deuxième volet, là, ce que j'appellerais la famille étendue, ce sont les amis de Caracas, c'est Jesus Soto que tu rencontres dès l'école des Beaux-Arts, c'est Miguel Otero Silva et c'est bien d'autres. Ce serait bien peut-être que tu rappelles un peu ce milieu dans lequel tu as développé ta première activité de designer, dessinateur, graphiste à partir de l'école des Beaux-Arts. Justement, on était en génération privilégiée, surtout Otero et tout ce reste de compas, parce que cette petite école, qui n'avait pas tellement de moyens économiques, c'était un catalyseur de toute l'intellectualité vénézuélienne de l'époque. Je me souviens que le vendredi, quand on finissait son travail, il montrait dans une grande couloir tous les travaux, naturellement, tous les paysages, les menus. Il venait, tous les intellectuels de l'époque, à parler et à voir les œuvres qu'il faisait. Il a commencé le dialogue, et on a eu une formation très importante à l'époque, parce que justement, comme je dis, Monsanto a eu cette qualité de catalysateur et tout le monde s'est rencontré à l'école des Beaux-Arts. Et c'est à partir donc de cette école des Beaux-Arts que tu vas devenir un professionnel du design, je ne sais pas s'il faut appeler ça design, graphiste, et tu vas travailler dans une entreprise où on va exploiter cette capacité à la mise en page, au dessin. Et c'était chez McCann que tu travaillais? Oui, mais à l'époque, on n'appelait pas design, on appelait dibujante. Dibujante. No, yo soy de primera année, de l'école des Beaux-Arts, et quelque chose qui m'a préoccupé beaucoup, c'est voir que justement
nos professeurs venaient de vendredi aussi avec son petit tableau sous les bras pour voir un de ses amis pour lui acheter le tableau. Et je me disais, si ça semble venir, ça ne va pas, pour moi, n'est-ce pas? Alors je compris tout jeune qu'il fallait me faire une profession parallèle qui ne me dérange pas la peinture, l'art, les vraies routes que je voulais prendre. Alors peu à peu, je commençais à faire des bandes dessinées, des illustrations littéraires. Parle bien dans le micro. L'illustration littéraire, parce que je suis doublement nourri. Je me nourris les ventres et l'esprit. Je dis que je vais illustrer toute la littérature de la Sipetz dite jusqu'à Toulouse, la pièce. Et ça m'a donné une façon de vivre. Je dis toujours que ce travail, graphiste, publiciste, journaliste, avec ça, j'ai financé ma liberté. Je suis libre, j'ai pu faire ce que je voulais, avec le compromis avec personne. Justement, c'est ça que je voulais à l'époque. Et ça marche, heureusement. Et ça a marché, et comment alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Carlos à ce moment-là, c'est qu'on voit bien le moment où le professionnel du dessin qui travaille dans une agence, qui travaille dans les journaux, qui connaît Miguel Otero Silva, qui était au National, etc. À un moment donné, il y a une recherche qui va le conduire à une certaine solitude, qui est celle d'une recherche personnelle pour sortir de ces voies toutes tracées qui sont celles voilà, du désigniste normal pour devenir artiste. C'est le moment où se produit cette bascule entre le professionnel et l'artiste. L'artiste est un artiste professionnel, bien sûr, mais c'est pas un professionnel comme est le désigniste. Et donc commence une période de solitude, et je voudrais que tu nous racontes comment s'est passée au fond cette première exposition que tu as faite à Caracas, où tu avais déjà mûri toute une réflexion sur la couleur qui allait devenir tout ton travail. Et cette exposition, qui est évidemment la première exposition très, très importante pour un artiste qui commence à s'affirmer précisément en dehors de sa compétence professionnelle, et la réception a été difficile, disons. Réception décevante. Décevante. Il y avait comme ici tous mes amis, mais même mes amis me disaient, mais tu es sûr que ça, c'est pas de grâce, hein? Où est l'homme? Il n'a pas l'âme, c'est froid. Bon, et, mais justement, sur les gens qui s'approchent, je leur dis, une chose qui est importante, que c'est pas seulement carré, il faut croire. Alors je croyais profondément à ce que je commençais, parce que je voyais de l'avenir de tout ça que je voyais dans ce pays. Alors tous ces commentaires, au contraire, ça me stimulait, ça ne me démoralisait pas. Alors j'étais, comme tu dis, solitaire, parce que tout le monde me disait, la couleur, c'est mort, c'est fini. Après Delaunay, après Albert, chercher, c'est fini. Alors il dit non, il insistait, et j'ai fait un pari, je dis que j'avais fait 2 paris. Et tout le monde me critiquait quand je embarquais ma famille dans mon atelier, dans ma vie. Alors tout le monde me disait, ça ne se fait pas. On ne peut pas mélanger la famille au travail, à la vie. Alors, et je dis, bon, moi je suis seul, j'ai besoin de gens, j'ai besoin d'affectivité. J'ai embarqué ma famille, et après, l'autre pari, c'était la couleur. C'était fini, il dit non, j'ai trouvé quelque chose que personne n'a touché. Comme ça, c'est de ça, et maintenant, le résultat pour moi, c'est satisfaisant. On est à la fin des années 50, et c'est un moment troublé à la fois politiquement au Venezuela, puisque c'est la période de la dictature de Pérez Jiménez, mais c'est aussi une année troublée pour Carlos Cruz Vilches, puisque c'est la mort de son père. Donc il y a un moment tournant dans la vie où des décisions doivent être prises, et c'est ça qu'il nous raconte. Moi, je ne fais que vous renvoyer des choses que vous trouverez évidemment beaucoup mieux dites et beaucoup plus développées dans le livre, mais c'est un moment où précisément
la bascule se fait et où des décisions par rapport à cette